Bonjour à toutes et à tous. L'Observatoire de l'égalité femmes-hommes et droits des femmes de la Fondation Jean Jaurès a le plaisir de recevoir aujourd'hui Martine Storti à l'occasion de la sortie de son livre Pour un féminisme universel. Ce livre est édité aux éditions du Seuil dans la collection La République des idées. Martine Storti, bonjour et merci de cette participation. Merci à vous de m'inviter. Quelques mots pour vous présenter. Vous avez été professeure de philosophie, journaliste, notamment à Libération, inspectrice de l'éducation nationale. Vous êtes désormais à la retraite, mais c'est une retraite engagée et active, puisque vous êtes membre également du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, auquel vous participez sur des travaux essentiellement tournés vers l'international et la diplomatie féministe. Avant d'entrer dans le détail de votre livre, j'aimerais que vous puissiez nous dire ce qui vous a amené, ce qui vous a poussé à être féministe et même plus une militante féministe. C'est assez simple, être féministe, parce que je suis une femme, et j'étais une petite fille, qui se disait sûrement pas féministe, mais en tous les cas qui était assez active, on pourrait dire, comme on disait à l'époque, assez garçon manqué d'une certaine façon. Les garçons manqués, ça voulait juste dire des petites filles qui ne jouaient pas à dîner toute la journée, hein. Ça n'est pas, voilà, dès qu'on n'était pas avec les poupées, on était garçon manqué. Ensuite, j'ai été, en effet, comme j'étais une bonne élève, j'ai fait des études, etc. Et le militantisme, le féminisme, c'est deux choses. C'est d'abord l'expérience. Moi, j'ai participé, j'ai fait la génération 68 heures, donc j'étais militante en mai 68, j'étais permanente quasiment du comité de grève des étudiants de philosophie. Et finalement, je constatais bien qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient étudiantes en philo, mais il y en avait très peu qui prenaient la parole. Et moi, je faisais partie de celles qui prenaient la parole, mais en tous les cas, c'était quand même assez minoritaire. Et toutes les images qu'on a des leaders 68 arts, que ce soit les profs, les étudiants, etc., c'était que des garçons. Hein, il n'y a pas de figure féminine. Donc ça, déjà... Et ensuite, dans les organisations gauchistes, on voyait bien quand même aussi que l'élaboration de la ligne politique, comme il disait, de l'organisation, la direction de l'organisation, c'était quand même essentiellement des garçons, des jeunes gens. Et les filles étaient plutôt en train de tirer les tracts à la radio et les taper à la machine, même si certaines, c'est mon cas aussi, les écrivaient, etc., puisque j'ai été un moment présidente du groupe de philo-UNEF. Donc voilà, il y a cette conscience que quand même dans des milieux intellectuels dits qu'on pourrait penser plus évolués, etc., le machisme était absolument des garçons révolutionnaires, c'était absolument... Et puis il y a eu, bon après j'étais en effet prof de philo à Denain dans le Nord, puisque j'ai été nommée à Denain en 69. Là, il y a eu tous les débuts des réunions, et je suis tombée, je revenais à Paris que le samedi, que le week-end. Les réunions du MLF? Les réunions du mouvement de libération des femmes qui commençaient, etc. J'avais un tout petit peu entendu parler de la fameuse scène du 26 août 70, déposer des gerbes sur il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme, ça, évidemment, mais je n'y étais pas. Et quand je revenais le week-end, un week-end, je vais à la librairie Maspero, qui était la librairie où allait toute l'extrême gauche, j'ai acheté des livres à la librairie François Maspero, la joie de lire, et je tombe sur ce numéro de la revue Partisan, qui était une revue très importante à l'époque, qui se titrait Libération des femmes, année zéro. C'est un titre intéressant, si vous voulez, parce que à la fois il est absurde, parce que année zéro, comme si tout commençait avec les femmes qui avaient 20 ou 25 ans au début des années 70. Mais en même temps, j'achetais tous les numéros de Partisan, donc j'achète celui-là, je l'ouvre, je le lis très vite, et je comprends qu'il y a en France, mais pas qu'en France, des femmes qui sont en train de se mobiliser, d'écrire des textes, de faire des actions sur des sujets qui correspondaient à ce que je croyais des thématiques ou des problèmes, ou des difficultés ou des réussites tout à fait subjectives et personnelles et qui en réalité étaient partagées par d'autres, hein, que ce soit les questions des rapports à la sexualité, à l'avortement, aux violences, aux études, au gauchisme, au machisme des gauchistes, à cette conception de la révolution comme quoi l'émancipation des femmes, bien sûr, mais seulement après la révolution. Il y a toute une série d'analyses et de thématiques. Et donc, de temps en temps, comme je revenais le week-end, j'allais à quelques réunions, mais pas beaucoup. Et puis ensuite, j'ai quitté Denain, et là, je suis rentrée journaliste à Libération donc en 74, et comme je me suis organisée pour parler des femmes aussi souvent que je le pouvais dans le journal, donc j'étais au cœur, en effet,
du MLF parisien, pour le dire comme ça, mais plus largement, et ça c'était une grande chance, parce que j'ai pu, c'était à la fois difficile, mais en même temps une grande chance que j'ai pu, mais il y avait une grève de femmes, donc j'y allais, c'était un film nourrir en fait avec les choses du terrain. Les manifestations en Italie, il y avait un mouvement très fort, la lutte pour l'avortement, les luttes contre le viol, etc. Donc j'étais confrontée à mes propres revendications de femmes féministes et de femmes tout court, et puis à tous les combats ou toutes les difficultés rencontrées par les autres, si vous voulez. Et donc ça, c'était tout à fait passionnant. Alors, féministe, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est insupportable qu'il n'y ait pas d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est insupportable qu'il y ait une domination masculine, c'est insupportable que les femmes ne puissent pas faire telle chose parce qu'elles sont des femmes, etc. etc. Alors, on va faire un saut de quelques années, puisqu'on va arriver à votre livre, à votre ouvrage, qui est un essai, mais aux accents finalement de manifeste, puisque au fond le titre est assez performatif, hein, c'est pour un féminisme universel, on voit que vous voulez proposer quelque chose, une démarche. C'est un essai d'une centaine de pages qui aborde vraiment beaucoup de choses, avec des références internationales, des références historiques, des concepts, des notions. Pour le synthétiser, on reviendra, hein, il y a pour moi deux grandes parties. Une partie, vous présentez, vous analysez toute une série d'évolutions des mouvements dits féministes qui se revendiquent du féminisme, mais qui pour vous, d'une certaine façon, vont trahir en fait cette cause, ou vont poser des graves problèmes à cette cause. Et puis une deuxième partie où là, vous essayez de montrer qu'une nouvelle voie, une autre voie est possible, sans être définitive d'ailleurs, puisque vous intitulez cette partie le chantier du féminisme universel. Donc on voit bien que c'est quelque chose en construction qui ne s'arrête pas. Donc si on revient à cette première partie où vous êtes amené à analyser toute une série à la fois de mouvements et de désaccords. C'est ça qui frappe, c'est effectivement les désaccords de différents courants. Ces désaccords, vous dites, au fond, ce ne sont pas la traduction, ça pourrait, hein, ce ne sont pas la traduction de quelque chose de vivant, de bouillonnant, etc. C'est plus embêtant que ça, et finalement ça se traduit de façon très visible à travers une certaine sémantique que vous rappelez. Il y a le féminisme marxiste, il y a le féminisme décolonial, ce que vous appelez le féminisme adjectivé, et qui vous pose un problème parce que dès lors qu'on va l'adjectiver, au fond, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et à travers cette analyse, il y a un concept que vous évoquez en particulier, qui est l'intersectionnalité. Je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu, parce qu'il a l'air d'être quand même un élément assez fédérateur de certaines dérives, et peut-être que vous rappeliez ce que c'est que ce concept, parce que tout le monde n'est pas totalement familier, et ce qui fait qu'il devient en fait un élément plus que perturbateur, en fait, de différents courants féministes. Alors, juste, je vais répondre à votre question, mais juste avant, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des adjectifs, les adjectifs, il y en a toujours eu, c'est les adjectifs renvoyaient à des désaccords. Il y a toujours eu des désaccords au sein des mouvements féministes. Et par exemple, dans les années 70, c'est vrai qu'il y avait le féministe universaliste, comme on dit, le féministe différentialiste, c'est-à-dire qui disait qu'il y a une nature femme et que c'est sur base-là qu'il faut construire le féminisme, etc. Et d'autres qui disaient pas du tout, une fois que les discriminations sont finies, les femmes sont des hommes comme les autres, ou les hommes sont des femmes comme les autres, comme on veut. Donc il n'y a pas de différence essentialisée en quelque sorte. Donc ça a toujours existé. De même, articulé plus à la lutte des classes que d'autres qui pouvaient dire que c'est des bourgeoises. Bon. Mais, donc l'adjectif ne me gêne pas d'autant que moi-même j'en utilise ça, j'en ai fait mille universels. Ce qui se passe depuis quelque temps, c'est que l'adjectif, d'une part, peut, et encore ça c'est pas très grave parce qu'encore une fois les désaccords c'est la démocratie, mais l'adjectif peut recouvrir des positions complètement opposées, et puis surtout il peut servir à disqualifier d'autres adjectifs en quelque sorte. Donc c'est... Alors le féminisme, prenons l'exemple, vous avez raison, du féminisme intersectionnel, ou de l'intersectionnalité, qui est un concept très à la mode, qui vient des États-Unis, mais peu importe l'origine, moi je ne fais pas de l'anti-américanisme primaire. L'intersectionnalité comme concept, c'est formidable évidemment, comme outil d'analyse et même comme outil d'action, ça dit quoi? Ça dit que ce qui est une évidence, qu'il y a des multiples formes d'oppression et que certaines personnes accumulent ces oppressions qui peuvent s'additionner, se croiser, s'entrecouper, et si elles s'additionnent, se croisent, s'intersectionnent, sont intersectionnelles, peut changer en effet les manières de militer, les manières de s'y prendre. Il est évident
pour prendre des exemples complètement caricatural, que dans un pays comme le nôtre, si vous êtes blanche, hétérosexuelle et riche, c'est plus facile que si vous êtes noire, lesbienne et pauvre. Donc, je veux dire, c'est un peu une caricature que je fais, mais la multiplication des oppressions et lutter en même temps contre différentes oppressions, oui. Et moi, je pense qu'en effet, on ne peut pas mettre complètement de côté, comme si ça n'existait pas, les oppressions quand elles sont diverses. Sauf que ça, c'est une chose. Autre chose, et ce qui, à mon avis, s'est installé, c'est pour ça que je dis un chapitre du concept au slogan, c'est que ça n'est plus simplement un outil d'analyse ou un outil d'action, ça aboutit à deux choses. D'une part, si vous osez émettre la moindre réserve à l'égard de l'intersectionnalité, ou si vous osez au moins la questionner, un certain nombre de gens vont vous dire « Ah oui, c'est parce que vous êtes une féministe blanche », et si vous êtes une féministe blanche, c'est que vous êtes raciste, c'est que vous êtes pour le colonialisme, etc. Ce qui est assez quand même insupportable à entendre. Non pas qu'on n'ait pas le droit de critiquer les féministes blanches ou pas blanches, mais c'est parce que c'est une disqualification immédiate en fonction de votre couleur de peau. Alors il y en a qui s'excusent en disant non, blanc, ça renvoie pas aux femmes blanches, ça renvoie à une idéologie. Non, faut pas se foutre. De domination. Ça renvoie à des personnes qui ont la peau blanche. Il y a des personnes qui ont la peau blanche qui sont formidables et d'autres qui sont épouvantables, et c'est pareil pour les noirs, et c'est pareil pour toutes les quelle que soit l'identité. Bon. Donc, d'une part, ça, un outil de disqualification, et puis d'autre part, surtout, ça me paraît plus important, ça aboutit à une hiérarchie. Au lieu d'aboutir à un entrecroisement, à une addition, on aboutit, et le plus souvent c'est la race ou la religion, mais le plus souvent c'est le paramètre de la race, et qui consiste à dire la lutte finalement antiraciste est plus importante que la lutte pour l'émancipation des femmes, et qui arrive à dire donc à des femmes noires ou à des femmes non blanches, je ne sais pas comment on peut dire, même c'est écrit, hein, que si vous êtes violé par un homme de votre communauté ou de votre race, peut-être il ne faut pas le dire parce que c'est raciste et vous faites quelque chose contre quelqu'un qui est déjà opprimé par sa race ou par sa couleur de peau, par sa religion, donc il ne faut pas le dénoncer. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent, les femmes? Qu'elles portent sur elles, sur leurs épaules, sur leur dos, tous les malheurs de l'humanité, qu'elles attendent qu'il n'y ait plus de racisme pour lutter contre leur propre patriarcat. Vous voyez, c'est ça que je veux en dire. Alors je ne dis pas que toutes celles qui se revendiquent de l'intersectionnalité pensent ça, mais quand même, celles et ceux qui ont pignon sur les diens, c'est ça qu'ils me disent. Et ce que j'entends, c'est que en fait, finalement, c'est un mécanisme de segmentation, presque de séparatisme dans une lutte qui devrait être en fait commune, comme on le retrouve dans ce que vous dites un peu plus loin dans un autre chapitre, où vous dénoncez le national-féminisme à la manœuvre, où là, alors c'est assez intéressant parce que vous évoquez un fait, en 2009, Nicolas Sarkozy, en plein débat sur l'identité nationale, annonce que l'égalité entre les sexes, les droits et la liberté des femmes sont des composantes de l'identité nationale. Dans un premier temps, on pourrait se dire oui, et plutôt se dire qu'on en est fier, et voilà, quelque chose comme ça. Donc on pourrait être étonné que pour vous, c'est un signe plutôt inquiétant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi derrière quelque chose qui peut paraître comme ça, plutôt en premier lieu une bonne déclaration, en fait, il y a quelque chose de dangereux dans cette façon de faire? Alors, c'est dangereux au moins à deux égards. Le premier, c'est que si on rabat des concepts politiques, parce que la liberté et l'égalité et le féminisme en tant que tel, comme bien d'autres courants, comme bien d'autres luttes, ne sont pas des luttes de mœurs, ce sont des luttes politiques, c'est une lutte politique. Les libertés et l'égalité, c'est des concepts politiques, donc l'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté des femmes sont des concepts politiques. Si on les identitarise, si on les rabat sur l'identité, et en particulier sur une identité française, sur une identité nationale, comment peut-on dire ça vaut aussi pour d'autres? Parce que le paradoxe, il est là. C'est-à-dire que les mêmes qui se gargarisent du matin au soir, et alors là, à cause de la terrible actualité que nous sommes en train de vivre, on le voit, de l'universalisme républicain, une partie de ces gens tenants d'un universalisme républicain le rabattent sur l'identité française. Alors,
ou c'est universalisable, ou c'est universel. Alors pour ça, du coup, avec beaucoup de tristesse, Oui. je regrette que l'universalisme a été comme ça instrumentalisé par certains et certaines et dévoyé. Puis, l'autre critique que je fais, c'est que nous dire que la France et l'égalité femmes-hommes, c'est gommer une histoire. Il y a une histoire de cette... Que des conquêtes ont eu lieu, qu'en effet aujourd'hui, dans un pays comme la France, juridiquement, le patriarcat a été aboli. Bien sûr que le patriarcat a été aboli juridiquement. Ce qui ne veut pas dire que la société n'est pas encore patriarcale, elle est toujours patriarcale. Mais comment il a été aboli? Pourquoi est-ce qu'il y a le droit à l'avortement? Pourquoi est-ce qu'il y a la parité en politique? Pourquoi est-ce qu'il y a la lutte contre... Il y a eu des lois criminalisant le viol, etc., etc. Parce qu'il y a eu des luttes. Donc c'est une histoire. Si on rabat sur l'identité, on rabat sur l'identité des principes politiques, et on nie une histoire. Bon, si c'est le produit d'une histoire, et pas une histoire identitaire, cette histoire, elle peut être aussi pour d'autres. Parce que vous voyez, c'est des combats. C'est des combats qui s'additionnent, qui s'accumulent. Chaque génération oublie ce qui s'est passé avant, mais peu importe, elle croit commencer alors qu'elle fait que recommencer ou qu'elle continue. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est une histoire. Et je pense que c'est parce que, moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parce qu'il y a cette histoire-là pour certaines, et puis une histoire pour d'autres, que justement les choses peuvent changer. Quand vous évoquez cette notion d'histoire, elle est en partie comprise dans un vocable qu'on utilise aussi beaucoup maintenant, même si elle n'est pas que sous un angle historique, qui est le néo-féminisme. Vous parlez de la fabrique du néo-féminisme, et en disant ce terme, en fait, est une disqualification plurielle, c'est un terme que vous utilisez. C'est un sujet, effectivement, qu'on entend, qui flotte comme ça un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, qui flotte beaucoup, et pourquoi ce terme, en fait, n'est pas un bon terme? Pourquoi aussi... Si vous voulez, comme vous l'avez vu dans mon livre, je mets en cause, j'interpelle deux constructions idéologiques. La construction du féminisme blanc, parce que je ne pense pas qu'il y ait un féminisme blanc, parce que le féminisme dit blanc, comme s'il était homogène, comme si toutes les blanches pensaient pareil, c'est une fable. Encore une fois, il y a toujours eu des désaccords, des différences, et puis je suis blanc, je ne pense pas forcément. Alors, parce que vous demandez, si c'est blanc, alors à ce moment-là, on va dire, parce que Madame Le Pen, c'est une femme, elle est blanche, forcément je pense comme Madame Le Pen. Non, je ne pense pas comme Madame Le Pen. Et je préfère un homme qui ne pense pas comme Madame Le Pen plutôt qu'une femme, plutôt que Madame Le Pen, fut-elle une femme. Donc l'idéologie, la politique compte. Enfin, les positionnements idéologiques et politiques. Il y a une construction du féminisme blanc, il y a une construction idéologique aussi du néo-féminisme. C'est-à-dire que l'appellation néo-féminisme ne désigne pas les jeunes féministes, ou alors le désigne en les globalisant, c'est pareil. Comme si toutes les jeunes féministes, toutes les féministes qui n'ont pas mon grand âge, ou qui ont entre 20, 30 ans, 40 ans, etc., donc on pourrait de l'avenir, pensaient toutes la même chose, faisaient toutes la même chose, étaient toutes prises dans les mêmes concepts et les mêmes... Alors, je ne disconviens pas que certaines jeunes féministes, en effet, peuvent dire des choses qui peuvent choquer, qu'on peut trouver outranciers, avec lesquelles on peut être en désaccord, bien sûr. Mais mettre tout le monde... Au fond, je déteste qu'on mette tout le monde dans le même palier. Voilà. C'est pas que je les déteste pas, c'est que c'est très grave, la globalisation. Il faut au contraire être dans la finesse, dans la subtilité, dans la complexité. Les divergences, là, souvent on les pense sous un angle générationnel, mais c'est complètement une erreur. Moi, il y a des filles de ma génération qui étaient MLF dans les années 70, qui ont pris des chemins par rapport à un certain nombre de questions actuelles complètement différentes. Les unes sont quasiment d'accord avec les indigènes de République matin, midi et soir, et les autres sont allés à riposte laïque, qui est un sud d'extrême droite, au nom de la lutte contre l'islamisme, et en réalité qui est une lutte contre les musulmans tout court. Et du côté des jeunes, il y a des jeunes qui sont complètement en effet dans l'intersectionnalité, le féminisme décolonial, etc. Et puis d'autres au même âge et qui ne pensent pas du tout comme ça. Et donc, toujours refuser les globalisations et le binarisme, le manichéisme. J'avais écrit un livre qui s'appelait Sortir du manichéisme. C'est-à-dire que, comme s'il y avait d'un côté le bien, d'un côté le mal. Alors cette attaque, ça me fait d'autant plus sourire, que cette dénonciation des jeunes, des néo-féministes, encore une fois, concept pour moi disqualifiant et globalisant, s'accompagne d'un éloge des filles du MLF
Alors qu'est-ce que c'était formidable. C'était mieux avant. Non seulement c'était mieux avant, les petites filles du MLF dont on fait l'éloge aujourd'hui, c'est-à-dire les filles qui ont mon âge maintenant, c'est-à-dire toutes plus de 70 ans, comment on s'est fait traiter, comment on s'est fait traiter. Et donc de quoi? De mal baisé, et on disait par qui? D'hystérique, de guerre des sexes, de haine des hommes. Et je tombais ce matin sur un article de Paris Match des années 70, où il y a une réunion comme ça, on en reparlera, internationale, et comme c'était une réunion non mixte, on disait, regardez la réunion où les hommes sont interdits, séparatisme avec les hommes. Et en effet, il y a eu un séparatisme avec les hommes, avec le MLF. Délibérément, c'était un mouvement non mixte, si vous voulez. Alors, et se rappelons-nous les injures que Simone de Beauvoir a reçues en 1949 quand elle a sorti le deuxième sexe, des injures émanant y compris de grands intellectuels. Bon, elle raconte cette anecdote absolument tout à fait drôle maintenant de François Mauriac. Alors peut-être que plus personne ne sait qui était aujourd'hui François Mauriac, c'est un grand romancier français. Et quand elle il lit le deuxième sexe, ou bien il voit des extraits publiés ici ou là, et il croise quelqu'un qui travaille au Temps moderne, parce que le Temps moderne était une revue dirigée par Sartre et Beauvoir à l'époque, et il dit je connais tout du vagin de votre patronne. Et Beauvoir n'en est pas revenu. Et des années plus tard, quand même, elle dit Mauriac a osé me parler comme ça. Donc vous voyez, à chaque époque, à chaque moment, il y a toujours des gens qui vont dire elles sont trop radicales, elles détestent les hommes. Tout discours qu'on entend aujourd'hui. Absolument. Alors qui en a? On peut être encore une fois en désaccord, si vous voulez, avec telle ou telle manière de s'y prendre ou tel discours, mais pas mettre tout ça dans le panier du néo-féminisme. Et avec cette idée de disqualifier pour passer à autre chose, surtout passer à autre chose. Alors, on ne passe pas à autre chose, on va au côté progresser, puisqu'on aborde la dernière partie de votre ouvrage. Et vous lancez un défi, vous l'écrivez, vous dites il faut penser autrement, selon une autre logique, un autre logiciel qu'une concurrence des oppressions, c'est bien ce que vous avez évoqué jusque-là, mais avec une affirmation très forte, qui a été reprise d'ailleurs, qui est que la lutte des femmes pour leur émancipation est une lutte spécifique, irréductible à une autre cause. Et ça, je pense que c'est évidemment quelque chose qui est très important, puisque ça détermine ensuite comment on peut faire. Vous parlez donc, pour un chantier de l'universel, quelles sont les briques pour vous de ce chantier, et quels sont les signes dans les évolutions actuelles du féminisme qui vous donnent de l'espoir et de l'optimisme pour avancer sur ce chantier? Alors, le chantier, oui, parce que c'est ça qui est important, parce que il y a aussi un autre travers de l'universalisme, enfin du moins tel qu'il est énoncé aujourd'hui, c'est comme si le chemin était déjà tracé, il suffisait de mettre ses pieds dans un chemin déjà tracé. Non, le chemin, il a une histoire, mais du capital qu'est cette histoire, de cet héritage, chaque génération le transforme, en fait ce qu'elle veut ou ce qu'elle peut, etc. Donc c'est quelque chose qui se construit au fil des jours, au fil des luttes, au fil des histoires des unes et des autres. Donc pas quelque chose qui est déjà là, pas en surplomb, parce que c'est toute la critique qu'on a fait en effet à l'universel. Bien sûr qu'il y a des pièges de l'universel. Encore l'exemple le plus classique, c'est le suffrage universel qui n'était que masculin. Donc il ne méritait pas ce terme. Quand il devient universel, qu'est-ce qui se passe? C'est un universel plus concret, c'est un universel qui s'universalise en quelque sorte. C'est-à-dire, on avance, on donne un contenu plus grand. Donc c'est ça le chemin de l'universel. Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans l'universel? Et donc, pourquoi je parle de lutte irréductible à l'autonomie des femmes? Oui. L'autonomie des luttes, il n'y a que quand elles mènent une lutte autonome qu'elles marquent des points. Ce qui ne veut pas dire qu'il est impossible de passer des alliances, ce qui ne veut pas dire qu'à certains moments on peut considérer, et pourquoi pas, que tel combat est plus important en effet. Mais à ce moment-là, ce n'est pas un combat féministe, si vous voulez. Oui. C'est ça, il ne faut pas se tromper. Bien sûr qu'à un moment, on peut considérer que le combat antiraciste, par exemple, dans une situation ou le combat écologique, ou le combat contre le colonialisme, ou le combat national,
est plus important. Mais à ce moment-là, il faut le dire. Il ne faut pas déguiser une hiérarchie en féminisme avec un adjectif. Il n'y a pas de honte à dire, à un moment, on le subordonne à un autre. Mais, à ce moment-là, je l'appelle plus féministe. Irréductible, ça veut dire que si les femmes ne s'organisent pas pour elles-mêmes, pour leurs propres revendications, de manière autonome, elles marquent. Et toutes les luttes décoloniales, anticoloniales, le montrer. Toutes les luttes d'indépendance nationale l'ont montré. Regardez la participation des Algériennes à l'indépendance de l'Algérie, puis ensuite on leur a dit bon, maintenant c'est terminé, vous rentrez à la maison, alors que certaines ont été torturées, violées, assassinées, etc. Le printemps arabe, d'une certaine façon aussi, elles étaient en première ligne, et puis ensuite on leur dit bon, maintenant c'est fini. Donc, mais moi, ce qui me rend optimiste, pour répondre à votre. Enfin, ni optimiste ni pessimiste d'ailleurs, parce que je ne sais pas ce qu'est l'avenir. Et c'est vrai que la situation, en plus avec cette pandémie mondiale, etc., est très compliquée. On voit que les femmes sont victimes avant les autres de toute une série de conséquences négatives. Mais ce que je peux quand même, moi maintenant qui suis une vieille bonne femme, hein, je n'en ai ni gloire ni honte, je constate que partout les femmes se battent. Partout. Et certaines en meurent, certaines sont emprisonnées, certaines en meurent, etc. Mais quand même, il y a des mouvements absolument partout. En particulier sur la question des violences, bien sûr, MeToo l'a montré, mais pas que sur la question des violences, sur la question du travail, sur la question du rapport des enfants, sur la question de la transmission de l'héritage, sur le corps, sur la maîtrise de son propre corps, sur l'avortement, etc. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut constater? Il faut constater que, certes, on peut marquer des points, on les marque. Moi, je trouve que la situation des femmes aujourd'hui, en France par exemple, est meilleure qu'il y a 50 ans, ça me paraît incontestable. Mais on peut aussi, il ne faut pas perdre de vue que dès qu'on lâche prise, dès qu'on oublie, dès qu'on croit que ça y est, c'est arrivé, eh bien, ça repart en pas toujours, mais ça peut repartir en arrière. Donc, une vigilance universelle, mais encore une fois, qui se voit tellement dans les luttes, dans les films. Hein, vous savez, ce très beau film ce qui se passe en Arabie Saoudite avec cette petite fille qui veut absolument faire du vélo, parce que pour elle, c'est ça la vraie vie, quoi. C'est faire du vélo, et qui donc accepte de s'endoctriner religieusement et de gagner le concours sur la lecture du Coran, je ne sais plus quoi, et puis on lui dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Je vais acheter un vélo, alors c'est la catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est telle autre fille qui se bat pour chanter en public, parce qu'en Iran, les femmes n'ont pas le droit de chanter en public, mais c'est les Polonaises, donc c'est pas à l'autre bout du monde qui se battent pour l'avortement. C'est les Chiliennes là, qui ont lutté contre les tortures sexuelles au moment des grandes manifestations au Chili l'année dernière, bon, etc., etc. Je pourrais passer l'après-midi. Donc il y a des éléments qui sont, il y a une vivacité du combat féministe, il y a des formes nouvelles, MeToo notamment, qui permettent aussi d'avoir, en tout cas de l'espoir, de constater qu'il y a cet élément universel et des moyens pour y parvenir. C'est-à-dire il y a un nom commun, voilà, il y a un nom commun des femmes, aussi bien du côté de l'oppression, du femmes victimes, que du côté de l'émancipation, femme actrice. Mais après, chacune s'y prend comme elle peut. Bien sûr qu'on ne va pas lutter en France comme en Afghanistan. Mais moi, quand j'étais en Afghanistan, après la chute des talibans, et que j'ai comme ça travaillé à la reconstruction d'écoles de filles avec des profs afghanes femmes, voilà, j'étais inspectrice générale de l'éducation nationale, j'avais été prof, elles étaient profs, on était des profs, se demandant qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éducation des filles. C'était pas une afghane musulmane et moi une blanche catholique, je suis pas catholique, mais enfin éduquée catholiquement. Non, c'était des femmes. La capacité à dépasser les différences en regardant comment on fait concrètement pour que les filles aillent à l'école et pour qu'on reconstruise les écoles et à quelle place il faut mettre l'école pour que les filles n'aient pas plus que 2-3 quarts d'heure à pied à faire pour aller à l'école, parce que les garçons peuvent peut-être faire 2 heures, mais les filles c'est trop dangereux de les laisser toutes seules. Bon, et donc, tenir compte de tout ça, voilà, c'était ça l'en commun
Et comme vous dites, Et ce que je dis dans le livre, c'est que la seule différence, c'est qu'elles avaient risqué leur vie pour faire ça, pour continuer à enseigner aux filles quand elles étaient clandestines avec les talibans qui interdisaient l'école de filles, alors que moi, j'ai jamais risqué ma vie. Enfin, pas encore, j'espère. On l'espère pas, effectivement. Donc, on va terminer sur cette image. Vous citez cette construction d'école, vous parliez d'un chantier de l'universel. On se retrouve dans la façon de faire, en fait, c'est passer à l'action à un moment donné. Et merci beaucoup pour cet échange. Donc, je rappelle sur votre ouvrage Pour un féminisme universel. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.